Donc, alors, je suis vraiment désolé de ne pas être sur place, mais on a des petits, on va dire, difficultés dans le service de nombre, donc je ne pouvais pas venir. C'est dommage parce que le but, c'est quand même que ce soit au maximum interactif, mais vu qu'il paraît que vous êtes une quarantaine en visio, dans tous les cas, il aurait fallu que ceux en visio participent aussi. Donc, je vais vous demander de participer, alors soit en répondant peut-être par le chat en écrit, soit s'il y en a qui veulent à un moment donné prendre la parole, vous pouvez. Et donc, on va passer à peu près 2 heures, hein, ça va dépendre de la durée des interactions, pour parler des obstacles du cœur gauche, qui est quand même une grosse partie de la cardiopédiatrie et congénitale. Vous n'hésitez pas à m'arrêter, hein, quand vous voulez pendant le cours pour des précisions. Si je peux y répondre, évidemment, j'y répondrai. Donc, les obstacles du cœur gauche. Hein, alors, attendez, ça me gêne, ça. Voilà. Les obstacles du cœur gauche, eh ben, c'est tout ça. Hein, ça va des sténoses des veines pulmonaires, en passant par le cœur triatrial jusqu'à la coarctation, hein, pour faire simple. Et voilà, toute la voie gauche, là, qui sont représentées ici, peut sténoser ou peut entraîner des obstacles. Donc, on ne va pas parler de tous, parce que le but, ce n'est pas de faire un catalogue de chaque obstacle du cœur gauche avec chaque prise en charge, mais j'ai pris des cas cliniques et à partir des cas cliniques, de discuter un petit peu de prise en charge, d'études, etc. Donc, Clément, pas moi, 12 ans, fait 43 kg par 1m45, il consulte aux urgences pour des céphalées. Vous trouvez une hypertension artérielle de repos à 15,9. Il est asymptomatique par ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Donc, allez-y. Je vous laisse soit écrire, soit parler. Qu'est-ce que vous faites? Je vous écoute. Ou je vous laisse écrire. Il faut que vous participiez, hein, sinon ce cours n'a aucun intérêt. Alors, très bien. Donc, sur le chat, les gens écrivent. Vous pouvez aussi parler, hein, s'il y en a qui veulent parler. Vérifier les pouls fémoraux, palpation des pouls, tension aux 4 membres. OK, très bien. Donc, en effet, tension aux 4 membres, palpation des pouls. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ensuite, on me dit écho. Bon, très bien. Pouls et tension aux 4 membres. Ça me paraît déjà en termes cliniques la base. Et en effet, eh ben, je me souviens très bien, c'était mon collègue, hein, docteur Hadid, qui avait fait le diagnostic par téléphone. Hein. Il avait été appelé par les urgences d'un hôpital périphérique. Et il avait dit, prenez la tension en bas et rappelez-moi. Et il y avait à peu près 60 de gradient finalement, membre sup, membre inf. Donc finalement, un diagnostic clinique téléphonique de coarctation aortique. Bon. Voilà son écho, que je vous laisse regarder tranquillement. Donc, bon, vu qu'on est en visio, je ne peux pas vous laisser tout décrire, mais une 4 cavités, hein, qui montre une bonne fonction biventriculaire, pas de dilatation, peut-être un peu d'hypertrophie, mais pas simple sur cette coupe. La coupe suprasternale sur la horte en 2D et en 3D, où on voit clairement quand même ce qui semble être un rétrécissement. Qu'est-ce qui manque à votre écho? C'est quoi les coupes importantes ou les choses qui manquent à votre écho? Alors, donc, on me dit prolongement diastolique. Donc, en effet, un Doppler continu sur cette coupe suprasternale, pardon, excusez-moi, qui montrerait un prolongement diastolique. Très bien. Une accélération et surtout un prolongement diastolique qui signe la coarctation. Très bien. Alors, Paul, tu dis coupe sous-costale. Sous-costale pour voir quoi? Qu'est-ce qui peut être intéressant dans la coupe sous-costale? Donc, prolongement diastolique de l'aorte abdo. Donc, en effet, amortissement du flux dans l'aorte abdominale avec un prolongement diastolique. C'est un signe indirect, hein, mais qui est un bon signe, surtout quand on ne peut pas bien voir. Ensuite, Nathan, c'est bien, je connais des gens en plus. Nathan, valve aortique. Donc, en effet, est-ce que la valve aortique est bicuspide ou tricuspide? Très bien, vous êtes plusieurs à l'avoir dit. OK. Quoi d'autre? On commence à être pas mal, hein, mais quoi d'autre? J'en ai parlé tout à l'heure à l'écho. Donc, la voie gauche, en gros, le reste de la voie gauche, ça, c'est très bien. Hein, la mitrale, etc. Exactement. Rechercher tout le reste de la voie gauche. Alors, le canal artériel à 12 ans, oui, mais bon, ce n'est pas le plus… Mais OK.
On n'est pas tout à fait dans le même tableau qu'une coarctation néonatale, hein, mais OK. Et après, quand même aussi, même si, voilà, mais j'en ai parlé, hein, une parasternale long axe et puis une hypertrophie VG ou pas, hein, tout simplement, hein, une épaisseur de septum. Ça, je pense que c'est la base, mais c'est important dans le retentissement. Donc, vous voyez, ça donnait ça, hein, vous me l'avez dit, hein, le Doppler continu. Vous voyez une accélération à 3 mètres, ce n'est pas ça qui est important, mais un prolongement diastolique net. Et vous voyez en aorte abdominale, un vrai amortissement avec pareil, un prolongement diastolique hein, typique de coarctation serrée. OK. Vous avez vu, j'ai commencé facile. Hein. Donc, voilà son écho, les autres coupes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse regarder tranquillement. Hein. Prenez le temps. Il n'y a pas de... On n'est pas pressé. Si jamais on fait un cas clinique en moins, on fait un cas clinique en moins à la fin. Ce n'est pas un problème. OK? Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ces coupes? On me dit bicuspidie aortique. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Est-ce qu'il y a des signes directs, indirects? Qu'est-ce que vous... OK, une toute petite fuite aortique, en effet. Toute petite. Donc, bon, déjà, ici, sur cette coupe, on voit la mitrale qui a l'air normale, même si on ne voit pas les piliers, mais déjà, les feuillets sont normaux. En parasternal grand axe, il y a une ouverture asymétrique. Il y a un effacement de la jonction sinotubulaire, signe indirect de la coarctation. Et puis ici, en petit axe, on voit bien la coarctation quand la valve est ouverte. Là, excusez-moi, je vais essayer. Hop là, on voit qu'il n'y a que 2 feuillets, avec probablement un rafé ici, gauche-droit, donc LR. D'accord? Très bien. Alors, est-ce que vous faites est-ce que vous faites un autre examen ou pas? Scanner, angioscan. Donc, les gens sont assez demandeurs d'un scanner. Est-ce qu'il y en a qui n'en font pas? Est-ce qu'il y en a qui font autre chose? Allez-y, hein, je crois que vous êtes 60. Ceux qui sont sur place, si vous voulez parler, vous pouvez. Hein, si vous n'avez pas de quoi écrire et que vous voulez parler, vous avez le droit de parler. Par contre, si vous parlez, il faut parler fort. Alors, sur place, personne ne parle? Est-ce que sur place, vous voyez ce qui est écrit sur le chat ou pas? Oui, on voit, mais on est à 3 mètres du micro. Ah. Et ouais, ça, c'est le problème du visio et pas visio. Bon, après, là, je t'ai bien entendu. Donc, si vous voulez parler fort ou faire relayer fort, vous pouvez. Tu restes par là. Tu réponds aux questions. Bon, ben, je vais dire déléguer les classes. Oui. On est chaud pour un scanner? Non, pas Non. Non, il y a donc sur place, c'est moitié-moitié scanner, pas scanner, si je comprends bien. Je crois, ouais. OK. Et donc, si pas de scanner, vous faites quoi? Comment? Bâtiment scanner, plutôt pour le présenter directement en stage chirurgical. Donc, chirurgie d'emblée. Et donc, chirurgie ou autre chose? En discussion avec le cathétériseur aussi. D'accord. Et vous pensez que le cathétériseur, il voudra aller au cathé comme ça sur votre écho, là? Vous avez vu votre écho? Ça paraît difficile. Hein. Honnêtement, à 12 ans, une coarctation à 40 kg, 12 ans, y aller sans imagerie d'aortique, ce n'est pas trop possible. Ni pour le chirurgien, ni pour le cathétériseur. Et sur la discussion, ça a bien été dit, en particulier pour évaluer l'étendue de la sténose, le réseau de collatéralité et pas que. Donc, on va voir. Donc, ça, c'était son scanner. Et quand vous voyez son scanner, vous comprenez bien pourquoi c'était important d'avoir un scanner. Pourquoi? À votre avis? La prise en charge par cathétérisme me semble difficile. Exactement. C'est exactement ça. La prise en charge par cathétérisme semble difficile. Et alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors déjà,
il y a quasi-occlusion. Alors ça, ce n'est pas impossible, mais ça reste difficile. Et surtout, la sténose, oui, la sténose est très étendue. Hein. Elle va du pied de la sous-clavière jusqu'à l'isthme. Avec, vous voyez ici aussi, ressemble à une interruption de l'arche. On me dit c'est quasi, en fait, il y a un passage millimétrique. Et il y a aussi, pourquoi le scanner est très important, c'est pour également voir l'aorte transverse. Et vous voyez, excusez-moi, et vous voyez ici quand même l'aorte transverse entre donc, la sous-clave et la carotide est plutôt petite. Donc, à bien évaluer, voir s'il faut faire également un geste chirurgical sur l'aorte transverse ou si juste l'isthme suffit. Ça, en écho à 12 ans, c'est quasiment impossible. On n'aura pas une fiabilité, on n'a pas le choix. Il faut aller au scanner chez les grands. Alors, angio-IRM peut se discuter, on va en parler. Donc là, à votre avis, mais vous avez déjà un peu dit, quelle stratégie thérapeutique chez ce jeune de 12 ans? Ce n'est pas univoque. Hein. Moi, je vous dis ce que nous, on a discuté et fait. Hein. Il y a des centres qui pourraient faire différemment. Hein. C'est pas, je ne vous donne pas… Là, vu qu'on fait des cas cliniques, il n'y a pas de vérité absolue. Hein. Les patients, ils sont staffés et on discute. On me dit plutôt chirurgie. On a en effet, nous aussi, opté plutôt pour la chirurgie parce que c'est quand même un peu hypoplasique, c'est très long, c'est étendu. Donc, il va falloir mettre un stent d'ici au moins jusque-là, déjà franchir cette quasi-occlusion, quasi-interruption. Donc, on a en effet opté pour chirurgie. Et le chirurgien, d'ailleurs, il a été obligé de mettre un tube. Hein. Alors, à 40 kg, ça va, hein, mais il a mis un tube ortho-aortique de taille adulte. Dans mon souvenir, c'est 18 mm, donc bien. Mais il a dû mettre un tube, hein, finalement, à peu près, vous voyez qu'il a coupé en biais ici pour élargir un petit peu quand même cette zone. Et puis, jusqu'ici, il a mis un tube ortho-aortique. D'accord? Vous voyez, ça, c'est les mesures. Donc, on a regardé, hein. Normalement, on évalue toujours une coarctation en fonction de l'aorte diaphragmatique, donc vous voyez à ce niveau-là, qui fait 13 mm, ce qui n'est pas énorme hein, à 40 kg, et 12 mm finalement d'aorte transverse. Donc finalement, l'aorte transverse n'est pas très hypoplasique par rapport à l'aorte abdominale. Par contre, évidemment, inutile de calculer la sténose. Là, elle est serrée, mais normalement, c'est plus de 50% au niveau isthmique par rapport à l'aorte diaphragmatique pour dire que c'est serré. Et on n'en a pas parlé, mais on voit qu'il y a quand même des collatérales. Vous voyez là, ça, on voit qu'il y a des collatérales. Si on faisait défiler le scanner, il y avait pas mal de collatérales. L'autre option aurait pu être l'IRM, l'angio-IRM. En plus, on peut avoir maintenant de l'IRM 4D. Avant une prise en charge active type KT versus chirurgie, cet enfant, c'est son premier scanner. On fait un scanner basse dose. C'est quand même pas grand-chose. Et voilà. Pour le suivi, s'il faut répéter des imageries, par exemple, sur l'arche, etc., là, c'est préférable de faire de l'IRM. Mais comme c'est une fois comme ça pour décider d'une attitude thérapeutique, le scanner a quand même une meilleure définition anatomique et sera quand même préféré à l'IRM pour traiter. OK? Puis ça, on peut faire des reconstructions 3D. On peut aussi faire, si on décide d'aller au cathétérisme, de la fusion scanner qui peut être intéressante. Voilà. OK? Donc, très bien. Oups là. Donc, juste, je l'ai dit, mais je le redis. Hein. Au scanner, on a la sévérité, l'anatomie de l'arche, les collatérales. Est-ce qu'on peut stenter? À quelle distance on va être de la sous-clavière et ou de la carotide? Parce qu'on peut couvrir la sous-clavière avec un stent nu, par exemple. Et puis, voilà. OK? Et puis, par exemple, aussi l'aorte ascendante, il y a une bicuspidie, à quel point l'aorte ascendante est dilatée. Voilà. Donc, toutes ces infos, il faut les avoir au scanner. D'autant plus si c'est KT. Donc, la prise en charge, on l'a dit. Et donc, juste pour discuter un petit peu, hein, stent versus chirurgie, il n'y a pas beaucoup d'essais. Hein, il n'y a même pas d'essais réellement randomisés. Il n'y en a pas. Mais ça, c'est une étude qui était assez intéressante, qui prenait 300 patients de 34 centres hein, et qui comparait la chirurgie et le KT. Vous voyez, il y avait 217 chirurgies, 72 KT. L'inverse, excusez-moi. Le succès du KT, c'était 96%, donc un bon succès. Hein. Une mortalité, alors 0% dans cette série, mais on est souvent en dessous de 1%, mais ce n'est pas nul normalement la mortalité. Et avec des risques qui sont quoi? Des risques de migration de stent, de dissection aortique, de dissection aussi de la sous-clave, par exemple, si on vient dessus. Et vous voyez, il y avait quand même 4% de réintervention. C'est clairement moins invasif, vous le voyez, on le sait, mais ça a été prouvé, une hospitalisation plus courte et moins de complications. Néanmoins, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a pas d'essai randomisé
Et surtout, ça dépend de la faisabilité. Là, vous avez vu le cas d'avant, on a dit plutôt chirurgie. Il y a peut-être quelques centres qui auraient fait cathé, mais ça aurait été vraiment très compliqué, alors que l'enfant à 12 ans peut avoir un très bon résultat chirurgical. Et puis, juste un petit mot, hein, si le patient il est turner, c'est éviter le cathé il y a une fragilité aortique qui fait qu'il y a beaucoup plus de rupture aortique, qui est la complication gravissime chez les patients avec un turner, les patientes avec un turner. Donc, pas de cathé s'ils sont turner. D'accord? Voilà. Alors, quand est-ce qu'on traite chez le grand une coartation? Parce que là, on est quasi dans la coartation de l'adulte, hein, avec des 40 kg, 12 ans. Quand il y a un gradient de plus de 20, c'est simple. S'il y a un gradient de plus de 10 avec des collatérales, et on peut discuter, même quand il n'y a pas ou peu de gradient, s'il y a une hypertension artérielle et une coartation de plus de 50% ischémique. Quand même, juste pour vous rappeler, ça c'est pour vous montrer la survie des cardiopathies congénitales après être prise en charge. Vous voyez la coartation de l'aorte, on est à peu près au milieu de la gravité des cardiopathies. Juste au-dessus, il y a le phallo, en dessous, il y a le CAV, le canal artériel, la CIV, voilà. Et ce qu'on voit, c'est que ça dépend de l'âge de la réparation. Plus on répare tôt, meilleure sera la survie. Mais de manière globale, si on compare à la population générale, il y a quand même clairement une diminution de la survie quand on a une coartation, même réparée. Alors, je ne parle pas des coartations non réparées, où là, on est à 75%, à 50% de décès à l'âge de 35 ans. Donc, c'est vraiment une cardiopathie grave, non prise en charge, mais même prise en charge, ce n'est pas parfait. Et le chirurgien, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Soit la chirurgie de Crawford, vous voyez, on clampe au-dessus, en dessous, la zone serrée, et puis on fait une anastomose end-to-end. Bon. Une chirurgie de Crawford étendue, vous voyez, on vient un peu plus loin, on fait de biais pour essayer d'élargir un petit peu l'isthme jusqu'à l'aorte transverse, au moins la première portion de l'aorte transverse, enfin la portion distale. Et on peut également faire une chirurgie de Waldhausen où on se sert de la sous-clavière pour agrandir toute cette zone. Ça peut être intéressant aussi, surtout chez les petits, sur les tout petits poids. Et après, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut parfois être amené à carrément mettre un tube quand il y a une trop grande distance d'hypoplasie trop longue, comme chez notre patient. Pour la chirurgie, alors dans ce cas, excusez-moi, je lis la question. Dans ce cas, avec une bicuspidie, avec une aorte proximale qui commence à se dilater, quelles sont les indications de chirurgie valvulaire dans ce contexte de coartation? Alors, c'est une bonne question. Clairement, les indications de chirurgie valvulaire, c'est quand il y a une indication sur la valve. On ne change pas l'indication de la valve parce qu'il y a une coartation. Donc, c'est chapitre de sténose valvulaire aortique. On en parlera un peu après. Donc, je ne vais pas y venir tout de suite, mais c'est ça. Après, sur l'aorte ascendante qui se dilate, c'est quand même pas le même abord et la même simplicité pour un chirurgien d'aller faire une coartation et une aorte ascendante. Donc ça, souvent, c'est pas souvent dans le même temps, clairement pas. Par contre, c'est arrivé, moi, chez des adultes où on discute et on fait la coartation au cathé. Et puis, 6 mois après, on a diminué cette post-charge. Et 6 mois après, on va faire, par exemple, un mental aortique parce qu'il faut faire la valve et l'aorte ascendante. Et on le fait en mixte, en 2 temps. Ça, c'est possible. Donc, la chirurgie de coartation, si je continue, je vous l'ai dit, 1% de mortalité, quand même 10% s'il y a des anomalies complexes associées. Et qu'est-ce qu'il y a comme complication? C'est surtout la recoartation, alors néonatale, et il y a une recoartation aussi ou un mauvais résultat quand il y a une hypoplasie de l'aorte transverse associée qu'on n'a pas pris en charge dès le départ. Il y a d'autres complications de type chylothorax, paralysie récurrentielle. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. De l'HTA post-op et tardif, en effet, de l'HTA, recoartation, surtout quand il y a un Crawford, et anévrisme et faux anévrisme, quand on met un tube, justement, il faut surveiller ça. Le KT, juste pour vous montrer une image, voilà à quoi ça peut ressembler, quasi-interruption, des collatérales partout, et on vient, excusez-moi, je vous montre, stenté avec à la fin un résultat qui est bon. Alors, par contre, pour la recoartation, le stenting, il n'y a pas photo, c'est le gold standard. Ça, il n'y a pas de doute. Oups, là, excusez-moi. Plus de 3 mois après la chirurgie, on peut faire au ballon seul quand c'est une recoartation. Les anévrismes sont très rares.
pas quand c'est une cohorte native. Et puis sinon, on va mettre un stent. Quand c'est évidemment une taille adulte, on va stenter d'emblée. Je ne l'ai pas dit, mais ce qui donc, outre l'anatomie, ce qui nous décide KT versus chirurgie, il y a aussi un cut-off de poids qui est alors équipe dépendant, mais autour des 30 kg. Hein, ou en dessous de 30 kg, on sait qu'on va avoir besoin de redilater le stent qu'on a mis en place parce qu'il n'aura pas une taille définitive. Donc, plusieurs interventions, alors que la chirurgie sera one shot, théoriquement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant de passer au cas clinique numéro 2? Est-ce qu'on peut Alors, je n'ai pas bien entendu. Il y a quelqu'un près du micro. La question, c'est à partir de combien de temps on peut aller redilater de façon percutanée en post-opératoire? On aime bien attendre les 3 premiers mois parce que alors, sauf quand c'est indispensable, voilà, mais dans les 3 premiers mois, il y a parfois un phénomène de cicatrisation inflammatoire sur les sutures. Et c'est arrivé, hein, moi, j'ai revu hier une petite fille où vraiment à 1 mois et demi, 2 mois post-op, on avait un début de recoartation, etc. Et en fait, sans rien faire, hein, juste sur la cicatrisation, la diminution de l'œdème, etc., le résultat, c'est complètement normalisé. Donc, on aime bien attendre les 3 mois post-op, à la fois parce qu'il peut y avoir ce phénomène un peu de cicatrisation, on va dire, et inflammation, et aussi parce que si on vient donner un coup de ballon sur des sutures fraîches, c'est plus dangereux. Après, s'il y a 1 mois post-op, il y a une sténose très serrée, une dysfonction, etc., c'est la balance bénéfice-risque. Mais si on peut attendre 3 mois, c'est mieux. OK. OK. Allez. Alors, c'est parti. Cas numéro 2. Vous recevez un petit Joe, 7 ans, pour souffle entendu par son médecin traitant. Le souffle, il est systolique, maximum au foyer aortique. Vous réalisez une ETT. Voilà l'ETT. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute. Je vous laisse écrire. Alors, on me dit membrane sous-aortique. Ramona, elle ne parle pas beaucoup. Hein. Il va falloir t'écrire un peu, sinon il suffit que je t'embête et c'est bon. Membrane sous-aortique et insuffisance aortique. Très bien. Donc, on voit ici, en 2D, vous voyez cette membrane sous-aortique, on la voit ici. Et on voit en effet une fuite aortique qui ne paraît pas sévère, mais qui est significative, en tout cas au moins modérée sur cette coupe. Très bien. Voilà une autre vue où vous voyez, on voit la membrane qui paraît au moins semi-circulaire, paraît quasiment circonférentielle puisqu'il y a un peu là et en face. Et qu'est-ce que vous avez? Gradient moyen 38, gradient max 67, Vmax 4.10. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, on me dit c'est serré. Qu'est-ce que vous faites ou vous ne faites pas? Ouais, qu'est-ce que vous avez dit? Je demandais juste s'il avait une symptomatologie, le patient. Non, aucune. Aucune. Donc, on me dit chirurgie, résection de la membrane. Il a quel âge? Il a 7 ans. Surveillance. Surveillance. Donc, on me dit de faire une VO2, OK. On peut faire une épreuve d'effort, une VO2, très bien, bon. Et après, on me dit, est-ce qu'il y a une évolutivité? Ça, c'est une bonne question, mais c'est la première fois qu'on le voit. C'est la première fois qu'on le voit, donc voilà. On a décidé de le surveiller, ce qui est discutable. Hein. Mais bon, on va dire pour le cas clinique, on a décidé de le surveiller. Et puis, au fur et à mesure, il est de plus en plus essoufflé. Alors, juste, si on revient un peu sur la discussion, excusez-moi. Qu'est-ce qui est pour la surveillance? Qu'est-ce qui est pour l'intervention, à votre avis? C'est une surveillance. Et chirurgie. Alors, vous avez dit quoi? Vous avez dit, on n'entend pas très bien, je suis désolé. C'est un plébiscite pour la surveillance. D'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est en faveur de la surveillance plutôt que et qu'est-ce qui est... L'absence de symptomatologie et le gradient qui
qui est en dessous de 40, je crois. OK. Donc, on n'a pas encore atteint les seuils de sténose. OK. Et pas de symptômes. OK. Très bien. Donc, ça, c'est en effet ce qui plaide pour la surveillance. Après, ce qui plaide pour l'intervention, quand même, c'est la fuite aortique. Hein. On voit bien ou on devine que c'est une lésion de G sur la sténose sous-aortique. Donc, ça plaide pour la chirurgie. Donc, en effet, mais on n'a pas de notion d'évolutivité. Il est asymptomatique. Donc, tout ce que vous dites, je suis complètement d'accord. On va faire une VO2 et après, on discute. Il y a une vraie fuite aortique. Bon, en tout cas, on a décidé de le surveiller dans le cas clinique. Alors oui, la paroi, elle est hypertrophiée. On me dit, oui, bien sûr que la paroi est hypertrophiée. Il y a une hypertrophie VG, mais puisqu'il y a un obstacle. Après, est-ce que l'obstacle est sévère ou pas Et on ne se base pas sur le gradient moyen du moment que c'est une sténose étagée. On va en parler. Alors, elle n'est pas très étagée, la sténose, là. Et ce n'est pas très tubulaire. Mais bon, je suis d'accord. Bon, vous le suivez. Voilà l'écho que vous faites. Il se dit de plus en plus essoufflé. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un pilier, Il y a une HVG sévère, ouais. On me dit qu'il y a un SAM. il y a une HVG, une majoration du gradient, des symptômes. Ouais. Oui, c'est le SAM, c'est le systemic atrial movement. Systolique. Donc, en effet, bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, oups là, excusez-moi, oups là, c'est qu'il avait été opéré. Donc, vous voyez, il n'y a plus la membrane, mais par contre, maintenant, il y a un gros bourrelet sous-aortique et il y a une hypertrophie. Mais donc, il avait été opéré. La fuite, elle est maintenant excentrée. Il y a un petit SAM, il y a une HVG, il y a un obstacle à plus de 5 mètres. Bon, donc, ça fait un gradient max sévère. Je ne vous ai pas mis le gradient max et moyen. Donc, bon, vous l'opérez, on est d'accord? Là, cette fois-ci, il n'y a pas trop de doute. Voilà le résultat. Voilà. Et puis en réa, son état se dégrade. Il a une fréquence à 40. Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'il a? C'est assez simple. Hein. Ben ouais, BAV complet. Bon, tout le monde s'en doute. BAV post-op. Et qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi. Bah ouais, un pacemaker épicardique, alors on peut faire transitoire, mais bon, pacemaker. On attend un peu avant. Comment? On peut attendre quelques jours pour. Exactement, on va attendre au moins 5 jours, mais bon, vu la chirurgie, en général, c'est une chirurgie à haut risque de BAV. On va attendre, hein, mais il y a peu de chances qu'ils récupèrent. Soyons honnêtes, sur une chirurgie de désobstruction sous-aortique, c'est rare qu'ils récupèrent quand ils sont en BAV complet après la sortie. Mais on va attendre avec les électrodes temporaires au moins 5 jours, parfois 10 jours. Mais là, sur une chirurgie comme ça, si à 5 jours, il est toujours en BAV complet, en général, on y va. Donc, les obstacles sous-aortiques, on va en parler un petit peu. Ça, c'était une étude, on va dire, chirurgicale sur 85 malades et qui montre quoi? Qui montre que finalement, les facteurs de risque de réintervention, c'est surtout quand on a un aspect de tunnel sous-aortique plus que de membrane sous-aortique. Là, il n'y a pas photo. Il y a beaucoup plus de réintervention. On est quasiment à 80% de réintervention. Et puis aussi quand ils ont finalement une hypoplasie de l'anneau aortique. Et les petits de moins de 2 ans. Tout ça, c'est des facteurs de risque. Donc, quand on a une sténose sous-aortique, c'est vraiment important d'étudier tout ça. Le mécanisme, je viens de le dire, et si c'est une membrane, ce n'est pas pareil que si c'est un tunnel. Le siège, parce que si c'est collé à la valve aortique, le chirurgien, il peut abîmer la valve aortique en réséquant. Si c'est à distance, c'est quand même plus facile. La sévérité, alors la sévérité, on va en parler. Les recos européennes et américaines ne donnent pas les mêmes chiffres. Hein. Il y en a un qui donne 30 de moyens, l'autre 50 de moyens. Voilà. Donc, on est plutôt clairement en reco européenne en France. Donc, c'est 50 de moyens. Hein. Ce n'est pas 40, c'est 50.
sur les obstacles sous-aortiques. Sachant que quand c'est une lésion, en effet, en tunnel longue, le Bernoulli n'est pas parfaitement applicable. HVG, la fuite aortique, hein, ça c'est vraiment important. Et puis les anomalies du cœur gauche, les autres. Voilà. Excusez-moi, ça passe pas. Donc là, c'est des images de membrane. Vous voyez à quoi ça peut ressembler en chirurgie, hein, vraiment une membrane circonférentielle, une membrane quoi, qu'on a envie de réséquer assez simplement. Enfin, ça, je ne suis pas chirurgien, donc je ne sais pas si c'est simple. Je suis désolé, ça ne passe pas. Et les tunnels. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un tunnel? Alors, il y a différentes techniques, dont la technique, on va dire, un peu de Necker, de cono modifié. Vous savez ce que c'est? Vous avez déjà entendu parler ou pas? C'est quand il y a un obstacle vraiment musculaire ou en tunnel, très épais. Souvent, ce n'est pas dès la première chirurgie. Ils ont déjà eu une chirurgie et puis on va essayer d'avoir un meilleur résultat. Et en fait, le chirurgien, il vient par un abord trans-VD. Donc, on ouvre au côté VD, on arrive sur la partie sous-aortique. On vient en fait créer une CIV, un réséquer complètement, puis mettre un patch, vous voyez, de CIV avec la valve aortique qui est là, et aussi refermer côté VD. Ça, c'est le cono modifié, donc c'est une chirurgie assez lourde, mais qui marche bien, surtout chez le petit. On le fait de temps en temps. Il y a quand même 10% de risque de BAV complet, et puis des lésions autres dont je ne reviens pas. Alors, quand est-ce qu'on réintervient aussi? C'est souvent quand il y a une sténose aortique associée. Alors, excusez-moi, ça ne passe pas bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça aussi. Chez les adultes, la fuite aortique, vous savez, on dit souvent quand il y a une fuite aortique, il faut opérer, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, c'est un argument. Quand elle est très fréquente, quand elle est minime, elle ne progresse pas, ou très peu chez l'adulte. Donc, voilà. Et pareil, le gradient, finalement, chez l'adulte, hein, là, je parle vraiment de l'adulte, c'est des études adultes, qui montrent que le gradient, il évolue assez peu. Hein. Quand on a un gradient, vous voyez ici, hein, et bien finalement, le gradient, vous voyez, il était à 25 et il ne monte pas beaucoup au cours du temps. On a 8 ans de recul sur cette étude longitudinale. Donc, ça évolue assez peu. C'est différent de l'enfant. Et pareil pour la fuite aortique. La fuite aortique, vraiment, quand on la voit apparaître et évoluer, il faut vraiment intervenir, même si on n'est pas au seuil des gradients, parce que sinon, il y a une lésion de G qui peut vraiment abîmer définitivement la valve. Mais chez l'adulte, si vous avez une membrane sous-aortique avec 25-30 de gradient moyen et une fuite minime, eh ben, on surveille et souvent, ça progresse peu et ça évolue peu. D'accord? Je n'ai pas dit que ça évoluait jamais, mais peu. Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, les recos différences européennes, américaines. Hein. Et vous voyez, les européennes, c'est chez les patients asymptomatiques, quand il y a une dysfonction VG, quand il y a une fuite aortique sévère, eux, ils disent, parce que là, on n'est pas sur la notion d'évolutivité, et le gradient moyen supérieur à 50. OK? Voilà. Avec une HVG. Voilà. Alors que les recos américaines, c'est le gradient max à plus de 50. Donc, ça fait à peu près moyen à 30. Donc, eux, ils sont sur un gradient max à plus de 50, avec une justification quand on lit les recos qui est un peu hasardeuse, je trouve. Ils disent que c'est parce que quand on les opère avant le gradient max supérieur à 50, eh bien, ils récidivent moins. Ben oui, mais évidemment, ils sont moins sévères, donc ils récidivent moins. Donc, c'est un petit peu biaisé comme histoire. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu les obstacles sous-aortiques. Est-ce que vous avez des questions? Ce n'est pas toujours simple, hein, la prise en charge. Non, c'est bon? Allez, cas clinique numéro 3, Maxence. Il vient de naître, il a 1 jour de vie. Il pèse 3,6 kg. Il a un souffle systolique 3/6. Et il a 7 échos. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute. Ou je vous lis. Alors, on me dit sténose aortique critique. Pourquoi critique? Sténose aortique. Il y a une dysplasie valvulaire aortique avec une valve qui est très épaissie, qui est probablement sténosante. Oui, elle est sténosante. Hein. Sur l'aliasing, on le voit, elle s'ouvre peu. Donc, en effet, il y a une bicuspidie aortique sténosante.
avec par contre une fonction VG préservée. Hein, on voit, il y a une HVG, mais une fonction VG préservée. Là aussi, on voit pareil, hein, le signe indirect d'une bicuspidie avec l'aorte ascendante dilatée et l'effacement de la jonction. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là quand vous voyez cette coupe? Alors, valve unicuspide, on me dit. Bicuspidie type 0. C'est pas simple hein, en période néonatale de bien. Il y a quand même peut-être un rafé, hein. Pas évident. En tout cas, elle est très dysplasique et elle est sévère comment? Bon, elle est sévère. Hein. 144, 105 degrés. Voilà. Alors, quand on est en suprasternal, on peut un peu surestimer les gradients quand même. Par un effet de flux, ça arrive qu'on surestime, mais bon, quand on est à 6 mètres, il n'y a pas trop de doute, c'est serré. Bon, la classification là dont on a un peu parlé, une cuspide, un rafé, deux rafés, son intérêt, c'est surtout pronostic. C'est que quand il y a un type 0 ou un type 2, c'est-à-dire sans rafé ou avec deux rafés, la valvulopathie, elle est plus précoce. D'accord ? Le plus fréquent, c'est quoi? C'est celle-là, la bicuspidie 1 LR, 88%. Donc déjà, si vous ne voulez pas vous tromper, si vous dites LR, ce sera plus fréquent. Et c'est celle qui est associée à la coarctation et c'est celle qu'on avait tout à l'heure. Si vous vous souvenez bien, c'était le patient, hein, c'était une bicuspidie 1 LR. Et ça, pareil, le pronostic, c'est que ça a une évolution valvulaire plus tardive de cette valvulopathie par rapport à une bicuspidie type 0 ou une 1RN, par exemple. D'accord? Vous voyez? R, right and non-coronary left fusion. Voilà. Freedom from valve intervention. Là, voilà. Rien à voir entre un LR et un RN. Donc, c'est ça l'intérêt de cette classification. Après. Alors, quelle est votre prise en charge de ce nouveau-né de un jour? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on me dit surveillance. Une partie de présentiel qui est pour une dilatation percutanée. OK. Et l'autre partie qui est pour? Qui est pour quoi? Il y a un doute pour l'autre partie pour l'instant. OK, très bien. Donc là, moi, j'ai de la dilatation percutanée aussi sur le chat. Alors, surveillance quand même, qui surveille? C'est chaud quand même. Hein. Il y a la sténose aortique, elle est très serrée. Hein. Là, il n'y a pas trop de doute. On ne va pas laisser ce VG avec 60 de gradient moyen sur la valve aortique. Hein. Ça, je pense que la surveillance, elle n'est pas envisageable. Clairement pas. Prise en charge chirurgicale d'emblée. Voilà. Et donc, il y a deux techniques. C'est valvuloplastie au ballon ou chirurgie, commissurotomie et chirurgicale. Et là, clairement, ça dépend où vous habitez. Ça dépend où vous habitez. En France, il y a un gradient nord-sud. Au nord, c'est chirurgie. Au sud, c'est plutôt cathé. Il n'y a pas de… Et c'est pareil, je ne vais pas vous dire que formellement que telle ou telle chose est mieux. La chirurgie, il y a un bon résultat. Hein. Quand il n'y a pas de dysfonction VG sévère, le résultat est bon. Mais il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de réintervention parce que c'est la chirurgie. Hein. OK, il y a quand même une réintervention qui est significative. Le cathé, en général, même dans les centres chirurgicaux, à part certains, je ne vais pas citer de nom aujourd'hui, mais quand il y a une dysfonction VG, même les centres qui sont pro-chirurgie, ils vont au cathé quand il y a une dysfonction VG. OK? Donc, en gros, quand il y a une dysfonction VG, c'est le cathé, la plupart du temps. Et sinon, c'est discuté au cas par cas selon les centres et selon la valve. Quand la valve, elle est vraiment très, très épaisse, très moche, et qu'il n'y a pas de dysfonction VG, il y a des centres où le chirurgien dit « moi, je ferais mieux, je vais affiner, libérer, et faire la commissurotomie avec un résultat voilà, plus propre peut-être. Bon, ça se discute vraiment au cas par cas. Bon, ben, nous, on a opté pour le KT, puisque nous, à Toulouse, on est au sud. Donc, on a opté pour le KT.
comment ça se passe un cathé de dilatation valvulaire aortique néonatale? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme info au début du cathé, pendant et tout? Dites-moi un petit peu. On mélange un peu tout, un court obstacle, de cathé, d'hémodynamique. Alors, à votre avis, comment ça se passe? Allez-y. Je ne sais pas si vous devez expliquer euh, aux parents. Vous leur dites quoi? Allez, ceux qui sont à Montpellier là. Il y en a un qui prend le micro et qui me dit qu'est-ce qu'il va dire. On va faire un abord vasculaire artériel. On va faire une mesure du gradient pic à pic. Très bien. De l'ensemble des gradients possibles avec une dilatation du ballon, en gros coup de stress pour l'anesthésiste et dans certains cas on peut utiliser du rapide ventriculaire pacing. Exactement. C'est trop stagiaire. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je crois que tu as tout dit. Donc, ponction sous anesthésie générale la plupart du temps, ou en tout cas sédation, voilà. La seule chose que tu n'as pas dit, c'est qu'on fait une angio aussi, une angio de l'aorte. Donc, on pique l'artère fémorale, on monte, on fait une angio de l'aorte, d'accord, aussi pour voir qu'il n'y ait pas de coarctation là-dessus, et puis pour mesurer en angio le diamètre de l'anneau aortique, ok. Ensuite, vous voyez là, ici, on a mesuré à 9. Ensuite, tu l'as dit, on va faire un gradient pic à pic. En gros, on traverse. Bon, alors déjà, on prend l'aorte descendante, l'aorte ascendante, comme ça, on va vérifier qu'il n'y ait pas de gradient ismique, ni de l'aorte transverse. Ensuite, on traverse la valve aortique sténosante. Ça peut être la partie un petit peu plus longue, parfois, ça dépend. On traverse avec un guide et on vient prendre une pression VG. Donc, on a un gradient pic à pic, aorte, VG. D'accord? Ici, par exemple, dans ce cas, qui était de 60 pic à pic. OK. Et ensuite, on vient dilater au ballon. Là, ici, dans ce cas, mais c'est souvent préférable, et tu en as parlé, on a également piqué la veine fémorale pour mettre une sonde d'entraînement pour faire un rapid pacing. Pourquoi un rapid pacing? Parce que vous aviez vu, il n'y avait pas de dysfonction VG. Hein. Le VG, il y avait une bonne fonction VG. Et le risque, c'est quand on gonfle le ballon dans la valve aortique, voilà, pour stabiliser, si on gonfle le ballon dans la valve aortique avec un VG qui pousse, pouf, le ballon, il peut faire suppositoire et partir et déchirer la valve, tout simplement. Donc, si on fait un rapid pacing, en fait, l'idée, c'est les temps du rapid pacing pendant le temps de la dilatation, 10 secondes. En fait, on arrête le cœur. On fait un rapid pacing pour qu'il n'y ait plus de débit et qu'il n'y ait plus de systole, quasiment VG. Voilà. OK? Et donc, et en effet, c'est comme pour le TAVI, c'est le même principe. On stabilise. Voilà. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la dilatation. Donc là, vous voyez le ballon. On a le guide dans le VG. Hop là, vous allez voir. Excusez-moi, ça arrive doucement. Ça arrive. Voilà. Hop là, le ballon. Et on a vu ici l'ouverture avec une encoche moyenne. Mais ça, c'est quand la valve elle est très dysplasique. Et on dégonfle. OK? Je vous remonte juste la partie hop là, de l'encoche qui est ici. En post-caté, donc on dilate. On prend en général un ballon à peu près 80-90% de la taille de l'anneau aortique, pas plus pour éviter d'abîmer la valve, justement. Après, même en prenant toutes ces précautions, on ne peut pas être sûr à 100% de ne pas abîmer la valve. Donc, on a une hémodynamique post-caté avec un gradient pic à pic, vous voyez, qui est à moins de 10, donc un très bon résultat. Mince, j'ai oublié, je réponds à votre place. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est la diastole aortique, être sûr qu'elle n'est pas effondrée. Ça serait le signe d'une fuite aortique sévère. OK? Et on n'est pas obligé de refaire une angio parce que finalement, l'écho nous donnera une bonne idée. Et voilà son écho. Vous voyez, hein, il y a une fuite aortique qui est un peu excentrée, qui est au moins modérée. Et ça, c'est à 9 mois, donc c'est quand même pas mal, hein, avec un gradient max de 20. Alors, on me pose une question. Si la sténose valvulaire aortique serrée associée à une coarctation, peut-on prendre en considération le gradient ismique pour juger de la sévérité de cette coarctation ou aller directement à l'imagerie? Alors, si on a une coarctation, on aura quand même un gradient -20 de la même manière. Hein. Il y aura juste dans le VG peut-être encore plus et il faudra prendre en considération que la pression dans le VG,
Si elle est par exemple à 150, je ne sais pas, sur une fuite mitrale, vous calculez la pression dans le VG, eh bien, il faut savoir qu'elle peut être liée à l'obstacle aortique, valvulaire et coartation. Mais si vous faites un Bernoulli ou en tout cas à chaque endroit que vous réfléchissez, c'est possible. Alors, pas trop de risque avec le guide dans le VG. Alors, pas trop de risque, non. C'est vraiment rare de perforer le VG. Il faut prendre un guide. Alors, on prend des guides petits, des guides 0,14 ou 0,18, et on vient le boucler dans le VG, hein, souvent avec une pigtail. Et c'est des guides qui sont souples au bout quand même. Hein. Voilà. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il y en a qui veulent prendre la parole, vous pouvez. Hein. Non, c'est bon? OK. Allez, cas clinique numéro 4. Vous êtes le docteur H, cardiopédiatre au CHU de Toulouse, et votre camarade de promo gynécologue vous adresse mademoiselle Jessica, 19 ans, enceinte de 30 semaines en cardiologie fétale, car le cœur ne lui semble pas normal. Vous réalisez une écho fétale. Alors, je ne suis pas fétaliste, hein, mais bon, je vous montre quand même une coupe. On est à 30 semaines. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, qui est quoi? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur cette coupe? Ce n'est pas simple, hein, le fétal. Hein. On me dit VD7, c'est-à-dire? Alors, personne ne voit rien dans l'écho fétal, ça fait peur à tout le monde. Je comprends, à votre place, je n'étais pas très à l'aise non plus. Petit VG, ouais, exactement. Il y a, excusez-moi, une asymétrie ventriculaire. Ça, c'est le VD. Hop là, ici, ça, c'est le VG. Il y a vraiment une asymétrie ventriculaire au dépend du VG. Et une asymétrie aussi des vaisseaux, mais ça, je ne vais pas vous le montrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir des faux positifs, hein, d'asymétrie ventriculaire, et même des faux négatifs s'il y a une CIV. Alors, les critères les mieux, c'est que quand même, ce n'est pas pareil quand c'est au 2e ou au 3e trimestre. Donc, ça peut faire penser à une coartation, tout à fait, c'est ça l'idée. Quand c'est une asymétrie au 2e trimestre, donc précoce, attention, encore plus qu'au 3e trimestre. Ensuite, on va mesurer le reste de la voie gauche, en particulier l'anneau mitral, l'anneau aortique, et les comparer avec l'anneau tricuspide et l'anneau pulmonaire. Okay. Ensuite, il y a l'isthme aortique sur l'isthme du canal artériel, pareil, mais ce n'est pas simple. Moi, je ne suis pas d'écho-fétal, mais il paraît que ce n'est pas très simple. Bien sûr, la morphologie de l'isthme, hein, si on voit déjà un isthme petit, même s'il y a évidemment un gros canal artériel en anténatal. Et puis, il peut y avoir des critères de gravité, hein, carrément, avec l'inversion du FOP et un flux rétrograde dans la Alors, donc, et plus on est tardif, moins on est bon pour prédire. D'accord Bon, finalement, Iné, Jimmy, il est né, il a une SAT à 100%, un souffle de 6e à l'apex, une bonne adaptation à la vie extra-utérienne, et votre externe vous demande s'il peut préparer cette papier de sortie pour J3. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas très compliqué. Hein. Non, on est d'accord. Non, on est d'accord. On fait une écho. Très bien. Alors, voilà l'écho. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette... Qu'est-ce que vous me... Décrivez-moi cet écho. S'il y en a qui veulent prendre la parole en visio, vous pouvez aussi. Hein. Alors, moi c'est plus moi qui travaille. Hein. Alors, il y a un canal artériel. Clairement, il y a un canal artériel. On est d'accord. On me dit petite chambre de chasse VG. Ouais, mais il n'y a pas d'accélération en tout cas. Valve mitrale dysplasique en parachute. En tout cas, il y a quelque chose sur la mitrale. Elle s'ouvre, vous voyez, il y a une ouverture asymétrique, il y a une petite accélération, il y a quelque chose sur la mitrale. Pas vraiment de fuite, non, pas vraiment. OK.
Ça, c'est une autre coupe. Je vous montre des choses. Alors, qu'est-ce que vous me diriez là? On me dit le VG qui ne fait pas la pointe. Le VG est un peu petit. Il ne fait pas tout à fait la pointe, en effet. Quasiment quand même, mais pas tout à fait. Quoi d'autre? Allez. Il y a une sténose mitrale, oui, qui est comment, vous diriez? Sévère, pas sévère, modérée, moyenne? En tout cas, on voit qu'il y a une anomalie mitrale congénitale, c'est sûr, et on me dit modérée. Bon, il y a 5 de gradient moyen pour l'instant. En effet, c'est pas... OK, après, c'est un nouveau-né. Et la valve aortique, elle vous paraît? Plutôt tricuspide. OK. Excusez-moi, quand il y a beaucoup de vidéos, c'est pas simple. Hop là. Et vous faites... Voilà. Là, on est sur la aorte. Alors, on me dit Coar, syndrome de Shawn. Qu'est-ce que vous faites comme prise en charge? Alors, qu'est-ce que vous feriez? On surveille. On surveille. Ouais, on surveille. Ça me va bien parce que ce flux, c'est le flux de quoi? Ça, c'est le flux du canal, en fait. Le canal, il est ouvert, ce n'est pas le flux de l'aorte. Il y a un canal artériel qui est toujours ouvert. Il y a manifestement peut-être des obstacles étagés du cœur gauche. Mais pour l'instant, finalement, on est en période, il a un jour de vie et on surveille. OK. Bon. Le canal, il se ferme. L'enfant, il est pnéique, en air ambiant, tonique. Ça, c'est clinique. Et il rentre à domicile avec un rendez-vous d'écho dans 7 jours. Et puis finalement, alors y a-t-il une CIA? Oui, il y a probablement, oui, il y avait au moins un FOP là. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui est intéressant là dans CIA, pas CIA? Ouais, ça peut décharger le VG et faire qu'il n'est pas très gros. Et ça sous-estime le gradient. Très bien, sur la mitrale. Tout à fait. Bon. Et puis finalement, il est sorti, mais il revient 3 jours après sa sortie. En réa, on vous appelle et on vous dit que il est arrivé en réa avec ses constantes, cette SAT. Il est clairement en polypnée, insuffisance cardiaque, une hépatomégalie. Qu'est-ce que vous évoquez comme diagnostic? Une coartation de l'aorte. Bah ouais, probablement, finalement, il a coarté. Probablement, en tout cas. Donc, on a toujours ce VG qui est comment là maintenant? Il est moyen, je crois qu'on peut le dire. Alors là, c'est une coupe un petit peu particulière où on voit l'AP et la aorte avec ici un prolongement qu'on devine. Ça, c'est quoi? Flux forcé sur la CIA. En effet, c'est un FOP forcé, probablement véloce. Et donc là, je vous montre après. Ici, vous voyez ou pas la cohorte? Elle est distale, serrée, mais toute petite ici. Il y a un flux. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours comme dans les livres. Donc, il y a clairement... Alors, quel est votre diagnostic complet? Bon, assez simple. Alors, Sean, ouais. Une sténose étagée avec une coartation, une insuffisance cardiaque associée, il faut l'opérer. Ouais, il y a un choc cardiogénique sur une coartation. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un peu de prostine, ça réouvre le canal. Le VG va un peu mieux. Très bien. Est-ce que vous faites une autre imagerie ou pas? Non. Non. Alors, j'ai dit oui, non, oui, non. Bon. On peut ne pas en faire en néonatal, on peut en faire si on veut être sûr. Ça, c'est vraiment centre dépendant, on n'est pas obligé. Lui, on lui avait fait un scanner.
Bon. Et sur la mitrale, vous voyez, on a quand même un gradient moyen qui était à 8. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous discutez? Donc là, on a réouvert son canal, son VG va un peu mieux, il a la cohorte. Vous pouvez. Qu'est-ce que vous feriez? Il y en a certains qui veulent discuter un geste sur la mitrale, mais ça n'empêche pas l'adhésion complète. Et c'est ça, c'est pas facile, hein. On est en période néonatale, il a une mitrale qui a un gradient moyen à 8, une coartation serrée. Bon, pas simple la décision. Alors, juste le Sean, vous m'en avez parlé, donc comme ça tombe bien. Le vrai Sean complet, c'est la mitrale en parachute, l'anomitrale supravalvulaire, ok, l'obstacle sous-aortique et la coartation. Donc, c'est la membrane ici, là, juste sous la valve mitrale, la mitrale en parachute, la membrane sous-aortique et la coartation. Ça, c'est le Sean historique complet. Après, c'est partiel, quand il y a un des obstacles au GVG et au moins une autre anomalie des structures gauche. Donc, un obstacle sous-aortique, sténosaortique, bicuspidie, hypoplésie de large, coartation. OK. Alors, clairement, oui, c'est une maladie grave. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas beaucoup de papiers intéressants et des grosses séries. Vous voyez, hein, là, on est sur une trentaine de patients qu'ils ont suivis pendant 17 ans. Ils ont quand même 30% de mortalité sur un suivi de 16 ans. Ça fait beaucoup, hein. Et ce qu'ils voient, c'est quoi? C'est que les facteurs de risque de mortalité dans le syndrome de Sean, c'est quand on est intervenu sur la mitrale avant 6 mois. En fait, c'est un signe de sévérité indirecte. Clairement, quand on a dû faire un geste sur la mitrale dans les 6 premiers mois de vie, c'est que c'était sévère dès le début. Et quand on a fait une chirurgie de l'arche aortique, pareil, en période néonatale. Et vous voyez quand même, hein, le risque de réintervention quand on a un Sean, c'est 85% à 15 ans. Hein, ils ont quasiment tous une réintervention. Alors, on me dit, est-ce qu'on aurait pu faire une dilatation percutanée pour attendre de voir sur la mitrale et puis surveiller? Alors, il y a clairement, normalement, ça ne se fait plus trop de dilater une coartation ischimique néonatale serrée. Je sais qu'à Strasbourg, ils en ont fait longtemps, mais clairement, normalement, on ne le fait plus trop parce que le risque, c'est de dilater une aorte comme ça, c'est après de faire un faux anévrisme. Parce qu'on ne va pas mettre de matériel, on va juste faire une dilatation au ballon. Donc, c'est déjà de disséquer, de rompre et après de faire un faux anévrisme. Donc, on n'est plutôt clairement pas. Il n'y a pas normalement d'indication d'aller faire une dilatation au ballon. On fait une chirurgie et si ça recoiffe, par contre, on fait au ballon. Donc, finalement, cet enfant, mais je crois qu'après, je vais en reparler. Donc, je me tais. Je crois qu'après, on va en reparler de lui. Alors, un autre cas, parce qu'après, on va reparler. Vous recevez en consultation le jeune Louis, 3 mois, pour bilan de souffle. Bon, il est né à terme, rien de particulier, il a une bonne croissance, il va bien, il a un souffle systolique foyer aortique, une SAT à 97%, pas de gradient membrane. Il a cet écho. Je vous montre les images d'après, excusez-moi. Je vous montre et puis après, vous me direz. C'est pas facile, hein. Je fais exprès de vous montrer des vrais échos, hein. Pas que des échos magnifiques, sinon c'est pas rigolo. Bon. Quel est votre diagnostic? C'est pas très beau, je suis d'accord. Alors, je vous ai un peu tout montré, hein. Je vous remonte. Je vous remonte tout et vous me dites ce que vous en pensez. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez vu sur cet écho? On me dit sténose aortique et pulmonaire, accélération sur la P,
OK. Ceux qui sont sur place, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute. HVG, très bien. Donc ça, on est d'accord. On réfléchit encore un peu. Très bien. Merci. Alors, on me dit qu'il y a des petites branches. Donc, objectivement, pour l'instant, qu'est-ce que vous avez? Ramona, alors, probable sténose dans l'aorte ascendante, sténose voie pulmonaire, est-ce que c'est un Williams? Très bien. Alors, en effet, si on prend de manière objective, qu'est-ce qu'on a? On va revoir les échos, comme ça. Regardez. Alors, là, sur cette coupe, il y a une HVG. Bon, pour l'instant, on peut dire qu'il y a une HVG. Une bonne fonction VG, une HVG. Sur cette coupe, on voit en effet qu'il y a une accélération sur les branches pulmonaires. En tout cas, ça démarre un peu une petite hypoplasie des branches pulmonaires. En tout cas, il y a une sténose sur la voie droite qui n'est pas très serrée, mais quand même, on a 3,5 m, 50 de gradient. Bon, OK. Et là, ici, on voit quoi? Ici, on voit une aorte qui est plutôt jolie. On ne voit pas de coarctation aortique, hein. Il n'y a pas de prolongement. Il y a une aorte qui est libre. Bon. Et quand on regarde ça, il y a une sténose sur la voie VG aorte, il n'y a pas trop de doute, qui paraît quand même serrée, enfin gradient moyen à 47, max à 100. Et vous voyez ici, et là c'est que c'est intéressant de regarder, on a l'impression que la valve aortique est plutôt fine, elle s'ouvre, elle a l'air normalement, et par contre, l'obstacle, il se fait juste au bout de la valve. Et si vous regardez, hein, il y a une aorte tunnelaire, on me dit en effet, en fait, il y a un épaississement de la paroi aortique, OK. Et donc là, quel est votre diagnostic? Ben, en effet, hein, le diagnostic, c'est quoi? C'est sténose supravalvulaire aortique serrée avec une atteinte aussi à droite, modérée. Et on me dit Williams, en effet, hein, il faut penser à des anomalies du gène de l'élastine. Donc, le gène de l'élastine, il est localisé sur le chromosome 7Q. Il y a des mutations sporadiques ou familiales que de ce gène. Et par contre, dans le syndrome de Williams, c'est le gène et du reste qui est emporté. Hein. C'est 7Q1123, pouf, toute une partie qui est emportée qui fait le syndrome plus global. Donc, on peut en avoir soit ça rentre dans le cadre d'un syndrome de Williams-Eberen, soit une mutation isolée dans le gène de l'élastine. Hier, j'ai vu des jumeaux. Ça y est, on a mis 2 ans. Donc, on avait fait une CGH arrêt, on avait éliminé le diagnostic de Williams. Et après, on a mis 2 ans avant d'avoir le génotypage complet qui a montré une mutation du gène de l'élastine chez des jumeaux, une mutation de novo du gène de l'élastine sans aucune autre atteinte. Alors que par contre, dans le syndrome de Williams, il y a tout ça. Atteinte cardiovasculaire, donc, on l'a dit, la sténose supravalvulaire aortique, les branches pulmonaires, il peut y avoir de l'HTA. Il y a une dysmorphie. Hein. Alors, vous savez, ils sont ce visage un peu d'elfe, des lèvres charnues, tout ça. Voilà, ils ressemblent à ça. Et puis surtout, ils ont aussi au niveau comportement un retard. Et puis ce qu'on appelle le cocktail party syndrome, hein. Ils sont toujours très joyeux, etc., mais aussi très émotifs, avec des troubles du sommeil, de l'anxiété. Et ils ont une prédisposition musicale, une hypersensibilité au bruit. Voilà, vraiment, en général, quand on a vu un Williams ou quand on suit un Williams, après, on n'oublie pas trop. C'est assez typique. Et ils ont aussi des troubles endocrinaux et un retard de croissance. OK. Dans les autres atteintes, on va dire, cardiovasculaires, il y a la sténose supravalvulaire aortique. On va en parler avec le risque des coronaires. Il faut bien regarder où sont les coronaires. Et puis, il peut y avoir aussi quand même une anomalie mitrale, des coarctations, coarctation sur Williams, ça existe, anomalie mitrale aussi. Et puis les sténoses des autres vaisseaux, donc les artères rénales, les mésentériques, etc., et les cérébrales. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est quand il faut prendre en charge précocement en néonatal ces patients et quand ils ont les doubles obstacles, à la fois sur la voie droite serrée et sur la voie gauche. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe en général? La voie droite, elle régresse et la voie gauche, elle progresse. Et quand il faut prendre en charge dans les premiers mois de vie ou dans la première année de vie, là, c'est extrêmement risqué sur le plan anesthésique puisqu'ils ont double obstacle très sévère et souvent, ils peuvent désamorcer à l'induction. Donc, c'est vraiment compliqué.
Voilà. Qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge chez le patient là, que je vous ai présenté? Alors, surveillance, car l'obstacle peut régresser avec le temps. Quel obstacle? On surveille quoi? On fait quoi? Alors, surveillance, KT, Chir. Alors, donc on m'a dit surveillance. J'ai juste oublié son âge, excusez-moi. Oui, il est petit, hein, 3 mois. OK. Alors, qu'est-ce que vous faites? On m'a dit surveillance. Il y a des gens qui se mouillent, qui pensent quelque chose, qui pensent rien. Surveillance fine. Alors, surveillance, car même si on intervient, il y a un risque de récidive. Alors, donc sur la voie droite, c'est pas sévère. Souvent, ça régresse, ou c'est en train de régresser probablement. Clairement, il ne faut pas y toucher, ça c'est sûr. Sur la voie gauche, ça ne régresse pas, hein. Ça progresse plus que ça ne régresse. Et donc là, on est déjà à 5,1 m, 47 de gradient moyen chez un nouveau-né, hein, qui a une pression aortique à 95. Hein. Donc ça veut dire qu'on est très, très serré. Il n'est pas majeur, tout dépend de la chirurgie. Mais en tout cas, il a 3 mois. Donc on peut se laisser quelques temps, mais clairement, il va falloir y aller, hein, sur cette sténose supravalvulaire aortique très serrée, avec certes un VG adapté, mais une hypertrophie. On n'a pas beaucoup de choix, il va falloir y aller. Et qu'est-ce qu'on fait si on y va? Imaginons qu'il a plutôt 1 an de vie. En général, quand ils ont régressé comme ça, ils ont plutôt 1 an. Oui, à Montpellier, vous avez dit. Chirurgie. Alors, le KT, ben, ça ne marche pas. Oui, pardon, allez-y. Chirurgie. Ouais, et qu'est-ce qu'il fait le chirurgien? Vous savez? Stage là, une plastie. Ouais, vous savez le nom ou qu'est-ce qu'ils font en général? Bon, on va dire plastie d'élargissement, c'est à peu près ça. Ça a un nom. Donc, en tout cas, ce qu'on ne fait pas, c'est le KT parce que le KT, ça ne marche pas. C'est très épais, élastique. On peut dilater au ballon la sténose supravalvulaire, ça ne marche pas. Ça, c'est clair. Alors après, il y a différentes techniques avec juste un patch, par exemple. Mais la technique maintenant la plus utilisée, euh, donc il y en a d'autres, voilà, ça c'est un patch un peu en pantalon. Et la technique la plus utilisée maintenant, c'est la chirurgie de Brom, en tout cas c'est celle qui est plus utilisée, où en fait on vient faire, vous voyez, voilà, un peu comme si on faisait 3 patchs, un peu juste au-dessus des coronaires, d'élargissement, où on vient faire une plastie d'élargissement de type chirurgie de Brom qui marche bien. Il faut faire très attention aux coronaires avant, donc on peut être emmené, en général on fait un scanner, pour voir si finalement si la coronaire elle est prise dans la sténose, si elle est en dessous ou au niveau de la sténose. Euh, Ça, c'est vraiment important. Et donc, vous voyez, ça ressemble à ça après. On a fait des patchs d'élargissement, vous voyez, autour des coronaires, comme ça, des 3 côtés. OK? Là, il n'y a pas le derrière, mais le derrière, c'est pareil. Voilà. Ça, c'est la chirurgie de Brom. Qu'est-ce que vous mettez en place comme surveillance? Bon, ben, je l'ai déjà tout dit. Donc, ça peut progresser. À droite, ça régresse et à gauche, ça peut récidiver, mais en général, quand même, si la chirurgie est bien faite initiale, les résultats sont pas mal. OK. Ça, c'est le PNDS de Williams qui nous dit un peu tous les ans ce qu'il y a à faire, tous les 3 ans, avec les calcémies, etc. Les échos rénales, tous les 10 ans. Voilà. Ça, c'est juste pour que vous l'ayez en tête. Juste,
Il y a une chose, par exemple, pour ça, ce qui est intéressante, c'est que quand ils ont une sténose juste au-dessus des coronaires en post-opératoire, ben, en fait, les coronaires, elles ont été habituées à être perfusées à un niveau très élevé de pression diastolique. Et en fait, quand on va libérer l'obstacle, et ben, d'un coup, on va mettre des pressions normales et il peut y avoir une ischémie myocardique post-opératoire. Donc, en fait, c'est des patients où en réa, ils savent qu'il ne faut pas trop baisser le niveau de pression en post-op immédiat parce que sinon, en fait, on peut créer une ischémie tout simplement. OK. Mais ça, c'est des détails d'anesthésie, réanimation, mais qui sont intéressantes dans la prise en charge de ce genre de pathologie. Ce n'est pas la même chose qu'une sténose valvulaire aortique, par exemple. Voilà. Surtout si c'est englobé. Est-ce qu'il y a des questions sur le supravalvulaire aortique? Non. Non? OK. Eh bien, on avance. Hein. On avance bien. Je pense que on verra combien de temps, mais on ne va pas dépasser, c'est sûr. Alors, Madame Sean, 25 ans, son père avait une bicuspidie, elle est suivie pour une membrane sous-aortique, elle n'a pas consulté depuis longtemps. Elle est actuellement à 24 semaines. Et puis la sage-femme vous l'adresse parce qu'il y a des antécédents. Bon, il y avait une asymétrie. Et Octave il est né à terme à 3,2 kg. Il a une bonne adaptation. Son écho initial, oui, c'est bon, ça tourne, excusez-moi. Ça donne ça. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous diriez? Bon, ils n'ont pas vu en anténatal, hein. Désolé. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Alors, il y a une CIV? Ouais, il y a l'air d'avoir une CIV, non? Voilà, ici, là. Bon. CIV, voilà, de la outlet, extension inlet. OK, je suis d'accord. J10 de vie, la mère vous rappelle parce qu'il va moins bien, il respire plus fort. Bon, et les pouls ne sont pas perçus. Bon, il ne fallait pas le faire sortir, mais bon, il est sorti. Donc là, vous voyez mieux sur cette coupe. Je ne voulais pas vous la montrer au début. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, à 10 jours de vie, voilà ce que vous avez. On me dit syndrome de coarctation. Bah oui, c'est ça le diagnostic. En effet, là, vous voyez, finalement, il a fermé son canal. Il coarte, hein, il n'y a pas trop de doute. Hein. Vous voyez ici, en couleur, on voit le prolongement diastolique et on voit la zone toute petite ischémique ici, là. OK. On voit bien les troncs supraortiques, les trois. Ça commence à être plus petit et puis là, vraiment, ici, c'est petit. La CIV, elle est en effet, c'est une CIV de l'outlet, anciennement appelée sous-aortique. La question, c'est avec ou sans malalignement. Il n'y a pas de malalignement du septum conal. Et il y a une petite extension de l'inlet, en effet. Hop là. Alors, je vous montre d'autres échos. Bon, une petite fuite mitrale. Alors, quel est votre diagnostic? Quelle prise en charge proposez-vous? Quelle est votre attitude concernant la CIV? Donc, qu'est-ce que vous faites? Le diagnostic, vous me l'avez donné, c'est syndrome de coarctation. OK. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas non plus qu'une réponse. Hein. Souvent, en cardiopédiatrie, ça gêne les adultes, mais ce n'est pas toujours un cut-off absolu et une prise en charge parfaitement claire. Alors, prostine, on me dit. Ouais. Essayer de rouvrir le canal, OK. À Montpellier, on irait vers une cure de coarctation de l'aorte et discuter une fermeture d'emblée de la CIV selon le poids et l'expérience. Est-ce que ce chirurgien ou sinon un cerclage? OK, c'est exactement ça. Donc, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'on fait une cure complète d'emblée ou est-ce qu'on fait en deux temps, c'est-à-dire coarctation et cerclage? Et ça dépend des centres. Il n'y a pas de doute. Ça dépend des centres. Excusez-moi, je reviens en arrière. Ça dépend. Bon, désolé, il y a une qui arrive. Mais bon, on va en parler après. Mais ça dépend des centres. L'intérêt, c'est quoi? C'est que si on fait en un temps, évidemment, c'est qu'en un temps, il n'y a pas de deuxième chirurgie. Par contre, ça veut dire une CEC néonatale, un risque un peu plus important de BAV vu la CIV et vu le poids de l'enfant.
mais en un seul temps. Donc, ça a clairement ses bénéfices. Alors qu'en 2 temps, il n'y aura pas de CEC néonatal, juste une cure de coarctation, le cerclage, mais avec la morbidité du cerclage quand même, sur les AP, sur la deuxième temps chirurgicale, etc. Donc, ça se discute et c'est au cas par cas, centre par centre, quand même de plus en plus de centres qui font en un temps, surtout là à 3,2 kg. Bon, il va bien. Il a été réparé en un temps et tout va très bien. Madame Sean, elle revient vous voir parce qu'elle a son deuxième enfant, Camille, qui est né prématuré à 33 semaines, qui pèse 2,2 kg. Et la pédiatre a entendu un souffle. Alors, quelle peut être la durée de mise sous prostine? Alors, à 10 jours de vie, on peut essayer, mais il y a peu de chances que ça marche. Mais ça peut marcher, ça peut marcher. Passer les 3 semaines à peu près, en général, ça ne marche pas de réouvrir le canal. Là, on peut discuter. Après, est-ce que vraiment c'était indispensable de réouvrir le canal? S'il a 10 jours, que la clinique est bien, qu'il n'est pas en bas débit, qu'il a une cohorte avec le cercle, la CIV, on peut aussi juste dire qu'on le met au bloc. S'il n'y a pas de dysfonction, il a 10 jours. En gros, si sa cohorte elle est adaptée, on n'est pas obligé de mettre de la prostine. Ça va vraiment dépendre de l'état clinique, de la bio, pour voir si on décide oui ou non finalement de réouvrir un petit peu le canal et d'ouvrir un peu cette coarctation. Voilà. OK? Alors, donc ça, c'est le frère. Bon, qu'est-ce que vous voyez? C'est facile. Alors? Fibrillation. Vous avez dit quoi? L'infiltré musculaire médio-ventriculaire. Ouais. Non restrictive. On le voit. Il n'y Et a aucun alerting. on est en cas Elle est là. il semble y avoir une CIA sur ces aussi. Il semble y avoir quoi? Et CIA sur ces là. Oui, il y a aussi une CIA associée. Oui, tout à fait. Là, on la voit là. Oui, même si ce n'est pas la meilleure coupe. Je suis d'accord. OK. Très bien. Bon. Bah, on lui regarde son aorte. Bon, bah, et cohorte aussi. Bon. Quelle est votre prise en charge? Qu'est-ce que vous faites? Donc, quel est votre diagnostic? C'est le même, hein? Pas le même. Comment? Non, un syndrome de coarctation. Bah ouais. Et donc là, qu'est-ce que vous feriez? On proposait une consultation génétique à cette famille. Ouais, c'est bien. Et dans la prise en charge de Camille? Il y a 33 semaines. 33 semaines d'allaitement. J'ai pas entendu à Montpellier, allez-y, dites-moi. Elle est toujours à 33 semaines d'aménorrhée. Là, donc elle est née, et la petite, en effet, elle fait 2,2 kg et on est à la naissance, quoi. Oui, à 3 jours de vie. Rapport plus cerclage en premier temps, on me dit. Donc là, en effet, la discussion est un peu différente. Enfin, un peu différente, c'est la même, mais c'est pour montrer que chaque cas aussi a discuté. Voilà. Là, 2,2 kg pour la cure complète avec une CIV qui est musculaire, médio-ventriculaire, c'est plus compliqué. Déjà pour la fermer, parce que le chirurgien peut avoir du mal à la fermer si elle est un peu loin. Ensuite, pourquoi? Parce que ça peut se fermer tout seul, elle est large, mais bon, une musculaire, ça peut se fermer tout seul. Ensuite, parce qu'on peut faire quoi? En 2 temps, en faisant quoi sur cette CIV? Ben, on peut discuter le KT après. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire cohorte cerclage et puis ensuite discuter, soit ça se ferme tout seul, soit on fait chirurgie, soit on fait KT avec fermeture percutanée. Alors là, quand c'est une large CIV musculaire, on aime bien qu'il fasse pas 2,2 kg, il faut qu'il fasse souvent autour du kilo. Donc on cercle, on laisse le temps et puis à 1 an de vie, on va faire fermeture percutanée, dilatation du cerclage qu'il fallait bien faire dilatable, sinon c'est embêtant. Voilà. Donc c'est voilà, un cas
clairement différent, puisque l'autre, on n'aurait pas pu discuter ça. OK. Donc, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, hop là, on a cerclé. Excusez-moi. Et on a dit, en effet, qu'il y avait la CIA. Excusez-moi. Je vais essayer. Voilà. Et puis, finalement, Madame Sean, même si elle n'a pas fait de consultation génétique, elle accouche de son 3e enfant, Joséphine. Il y avait une asymétrie. Bon, compte tenu de ses antécédents, ils font attention quand même. Excusez-moi. Non, j'ai bugué sur Joséphine, pardon. Donc, juste pour vous montrer, le syndrome de Coart, j'ai déjà à peu près tout dit à l'oral. Et on a déjà discuté de tout. C'est est-ce qu'on fait les deux, est-ce qu'on ne fait pas les deux. Et ça, vous voyez, c'est une étude qui plaide quand même en faveur du un temps. Ils ont pris 100 patients où ils ont fait en un temps le syndrome de coartation par CEC, par devant. Vous voyez, mortalité quand même 5%. Donc, c'est loin d'être nul, hein, mais on est sur de la CEC néonatale, 5%. S'il y a des petits, ce n'est pas impossible. C'est une étude, il me semble, coréenne. Et ce qui montre, c'est qu'il n'y a pas par contre de mortalité tardive et que le facteur de risque de mortalité, c'était quand on a une petite arche aortique. Donc, quand on a aussi une hypoplasie de l'arche transverse associée. C'est des formes plus complexes, plus sévères, où il faut dans ce cas-là, en effet, faire en même temps l'hypothermie, la perfusion cérébrale sélective et réparer tout l'arche aortique en plus. Voilà. Donc, le syndrome de Coart, voilà, je passe, on vient de dire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut bien évaluer? C'est tout ça, on l'a dit, hein. La CIV, l'hypoplasie, les autres shunts, et puis aussi le terrain. C'est sûr que l'autre, qui faisait le Camille, qui faisait 2,2 kg, on est un peu plus réticent à aller à la cure complète d'emblée. Voilà, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions sur le syndrome de Coart? C'est des trucs qu'on ne voit pas trop dans les cours finalement. C'est de la prise en charge quotidienne, c'est dans la vie du jour. Alors, dans le syndrome de Coart, comment peut-on expliquer l'association? C'est une bonne question. Alors, quand on a une CIV sous-aortique avec une petite bascule, on peut avoir parfois en anténatal une hypoperfusion. Par contre, CIV musculaire et coartation, je ne sais pas. Il doit y avoir une explication, mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Alors, c'est juste un petit dernier cas clinique pour l'illustration. Hein. Il n'y a rien de... C'est juste pour la discussion. C'était une dame de 22 ans qui est hospitalisée en neurologie. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois, donc s'il y a des gens qui l'ont entendu, désolé, mais qui a fait un AVC hémorragique sur une rupture d'anévrisme. Ils veulent emboliser l'anévrisme qui s'est rompu. Ils n'arrivent pas à passer les neuroradiologues en fémoral. Bon, donc ils passent en radialo en carotidia. Et puis, elles auront un autre anévrisme qui réembolise aussi. Bon. Et puis, elle fait 1 mois de réanimation neurochirurgicale. Et dans les suites, elle est paralysée. Et quand on lui fait l'IRM, elle a une ischémie médulaire. Vous voyez, on lui fait l'IRM 2 mois après son premier AVC. Et elle a une ischémie médulaire, donc paralysie sur ischémie médulaire. Et on découvre, en faisant tout ça, une coartation aortique très serrée. Vous voyez, alors, chez l'adulte, ce n'est pas toujours simple, hein, surtout en 2D. Mais là, on a bien un prolongement, on a bien le flux dans l'aorte abdo amorti. Bon, elle a une coartation qui est très serrée. Et ça, c'était le cas que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. Cette jeune donc, qui a quasi-interruption, hein, et qu'on a stenté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est assez intéressant. Hop là. Alors, ça, c'est le résultat post-KT. Okay. On voit le stent. On voit qu'il ne déborde pas sur la sous-clavière. On voit le flux dans l'aorte abdominale après. Ça n'a rien à voir avec avant. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé chez cette patiente? En neurochir, ils ont baissé la tension drastiquement
pour éviter les complications hémorragiques cérébrales. Sauf que finalement, elle était habituée probablement à avoir 180 de tension, et donc 100, on va dire, en bas. Et si on baisse à 100 de systolique en haut, elle devait avoir 40 en bas. Et donc, elle a fait une hypoperfusion d'aval de la coarctation et une ischémie irréversible médulaire. C'est quand même ballot à 22 ans. Et donc, quand même plusieurs points. Je pense que ce cas, il était intéressant pour illustrer quand il y a une HTA chez le sujet jeune, adulte, il faut chercher une cohorte. Ça, c'est clair et net. C'est simple, c'est basique, mais c'est évident. Pour faire la fenêtre suprasternale. Et puis, quand on ne comprend pas, les neuroradiologues, ils ont essayé de passer en bas et ils ne montaient pas. Oui, il y avait une quasi-interruption, donc ils ne montaient pas. Mais c'est pareil, en fait, quand on ne comprend pas, on discute et on demande. Et après, le dernier point, c'est que coarctation et signes neuro, recherche d'anévrisme, les recos américaines, par exemple, elles sont claires, elles disent que c'est 10% d'anévrisme associé. Et eux, ils recommandent de screener par angio-IRM les anévrismes intracrâniens chez les patients qui ont une coarctation réparée ou non. Voilà. Je vous remercie. Bon, on a fini un peu en avance. Il y avait pas mal de cas. Est-ce que vous avez des questions de manière générale sur les obstacles du cœur gauche, sur ce qu'on a vu là maintenant Pour ces anévrismes cérébraux, c'est pour tous les patients qui ont été opérés de coarctation qui recommandent de faire une angio. Ils recommandent une fois à l'âge adulte de refaire. Pourquoi? Parce que, alors, on pense quand même que plus la coarctation a été traitée tardivement, plus le risque est important, puisque finalement, il y a une HTA et finalement une hyperpression en amont, pardon. Mais quand même, il y a aussi dans la coarctation une fragilité de la paroi et probablement aussi une fragilité, enfin c'est même sûr, des vaisseaux intracrâniens qui favorisent ces anévrismes. Donc théoriquement, oui, il faut. Je sais on ne le fait pas toujours, mais en tout cas, c'est conseillé. On n'est pas sur des recommandations de preuves très fortes et on n'est pas sur du 1. C'était du 2B, mais c'est conseillé. Et puis franchement, faire une angio-IRM cérébrale une fois à l'âge adulte, ça ne mange pas beaucoup de pain quand même. C'est quand même pas grand-chose et je pense que ça vaut le coup de le faire. C'est rarissime chez l'enfant qui rompt un anévrisme ou quoi. Mais à partir de l'adolescence, début de l'âge adulte, oui, c'est bien. C'est le genre de choses qu'on fait quand on fait la transition. C'est vrai que les cardiopédiatres, ils n'y pensent pas. Et quand on fait du congénital adulte, on a un peu plus l'habitude et on va aller typiquement, dès que la transition est faite, faire un peu de check-up complet. Souvent, quand on reprend une coarctation, par exemple, opérée, quand on fait la transition, le cardiopédiatre, il n'a jamais fait d'imagerie, de scan ou d'angio-IRM aortique, alors que c'est quand même, je pense, intéressant d'en faire, au moins pareil, quand le gabarit, la taille finale est atteinte, pour voir qu'il n'y ait pas de faux anévrisme, par exemple, ou de recoire. Mais ça, la recoire, c'est plus clinique, mais le faux anévrisme, vous n'aurez rien qui vous le montrera. Et ce genre de choses, l'IRM cérébral, pour voir s'il y a des faux anévrismes. En plus de la VO2, qui, elle, pour le coup, est souvent faite dès l'enfance par les cardiopédiatres. Merci. On a d'autres questions? Qu'est-ce qui est dans l'évaluation d'une synthèse aortique? C'est le gradient moyen, maximal, la Vmax qui va déterminer le… Ouais, on est à peu près comme chez l'adulte. En gros, c'est serré quand c'est gradient moyen à plus de 40, gradient max à plus de 60, Vmax à plus de 4 mètres. Ça, c'est sténose valvulaire aortique serrée. C'est assez simple et basique. Et là, c'est indication théorique. C'est vraiment comme les recos, finalement, là, de l'adulte. Ce qui peut paraître paradoxal, que ce soit les mêmes gradients alors que sa pression aortique, elle est à 70-80. Donc, quand même se dire que si on a 60 de gradient max, quand on a une pression aortique à 80, le rapport, c'est que c'est vraiment serré. Donc, voilà. Mais c'est les mêmes chiffres que chez l'adulte, finalement. Dernière, on m'a envoyé un message direct, mais je pense que ça vous était destiné. Dans le syndrome de coarctation, c'est les musculaires qui étaient associés à la CIA. Quand est-ce qu'il faut intervenir sur la CIA? Alors, la question, c'est est-ce que le chirurgien ferme la CIA ou pas? C'est ça la question ou… Oui, ou sinon quand?
Enfin, j'imagine Bah, que c'est après. finalement, il n'y a pas vraiment de… s'il y a un syndrome de Cohart, le chirurgien, si le chirurgien, évidemment, il fait une cure complète, et ben, quand il fait la cure complète, il ferme la CIA, évidemment, au moment de la cure complète, soit en néonatal, soit dans le deuxième temps, s'il a fait le cerclage, et qu'ensuite, il va fermer la CIV, ben, quand il y est, il fait. Après, par contre, ben, si on fait l'option numéro 2, c'est-à-dire Crawford, cerclage, puis KT parce que c'était une CIV musculaire, et ben dans ce cas-là, il aura un autre KT pour fermer la CIA à l'âge de 5-6 ans quand il fera le poids adéquat. Donc, ça fait encore un autre temps. Mais bon, voilà. Je dirais rien de plus. Alors après, on me pose une question. Votre expérience par rapport à la coarctation de l'aorte abdominale, qui fait le mieux, chirurgie ou KT? Alors, aorte abdo, c'est quand même assez rare, hein, clairement assez rare. Et je crois que les chirurgiens n'aiment pas trop y aller. Et moi, personnellement, au KT, ça fait quelques années et j'en ai jamais eu. Donc, je ne vais pas répondre à cette… Enfin, je ne vais pas me prononcer sur quelque chose que je… je ne sais pas qui a une bonne expérience des stentings de coarctation abdominale. Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait demander à Guy Necker ou Sébastien Marinal-Long, mais je ne pense pas qu'ils en aient fait beaucoup non plus. Nous, dans la salle, on n'a pas d'expérience. Ouais, honnêtement. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, soit en live, soit en… Vous êtes plus en… Alors, je n'ai pas de patient qu'on suit qui pose un problème. Bah après, on peut en discuter hein, et puis discuter de ce patient si jamais tu as… Voilà. Alors, 11 ans qu'on suit. Si tu veux prendre la parole et parler à l'oral, tu peux. Hein. Sinon, après, je n'ai pas mis mon mail, mais mon mail, c'est carcenti, mon nom.cl de Clément et @chu-toulouse.fr. Voilà. Il y a d'autres questions qui vous viennent après sur les obstacles du cœur gauche ou sur autre chose du DU, n'hésitez pas. Ça se passe bien pour l'instant, ouais, cette semaine? Oui. Je suppose que oui, si j'ai pas de réponse. Okay. Très bien, bon, bah, parfait. Et ben écoutez, vous avez une pause un peu plus longue ce midi? On aura fini 15-20 minutes avant. Allez, et bonne. Et je pense que ce cours, ce serait mieux qu'on soit tous en présentiel, mais c'est pas facile. On fait comme on peut. Allez, et bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.